va passer à la présentation suivante. C'est Olivier Évrard qui va nous emmener en Nouvelle-Calédonie. Alors, le projet que je vais vous présenter qui est terminé, c'est le projet INILA. C'est un acronyme en gros qui veut dire qualification et quantification des flux de la mine au lagon. C'est un projet qui a surtout... C'est Virginie Sellier qui a fait une thèse qui a permis justement de répondre aux objectifs du projet. Et elle a soutenu brillamment sa thèse, la première thèse en géosciences de l'école doctorale SMEMAC début juin. Et donc je me suis pas mal reposé sur les diapos qu'elle avait préparés pour vous expliquer un peu ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet. Mais j'ai rajouté quelques petites planches puisque j'avais en tête que les animations de projet, il était de bon ton aussi d'expliquer dans quel contexte, notamment administratif et formel, ça s'était inscrit. J'ai rajouté notamment cette diapo-ci parce qu'on est dans un contexte assez particulier. Donc, c'est le contexte du CNRT Nickel et Environnement. Donc, c'est un CNRT, donc c'est un projet qui a des visée plutôt technologique, qui porte ici sur le nickel, puisque c'est l'une des ressources principales de la Nouvelle-Calédonie, exploitée dans le cadre de mines, mais qui n'est pas sans poser quelques soucis au niveau de l'environnement, d'où la formation en 2007 de ce CNRT Nickel Environnement. C'est un groupement en fait d'intérêt public qui est financé de l'ordre d'un tiers du budget qui vient de l'État français, un tiers des collectivités locales en Nouvelle-Calédonie, et puis le tiers restant est apporté par les industriels qui exploitent le nickel sur l'île. Donc c'est un financement assez complexe, mais pour aboutir à des montants qui sont assez différents de ceux qui ont été évoqués lors du projet précédent, puisque la partie qui nous revenait au LSCE, elle est entourée en rouge sur cette diapo et est de l'ordre de 26 000, 27 000 euros. Donc le projet global, c'était 250 000 euros sur un projet de 4 ans. Donc en fait, ça finance surtout les manips, les missions, les travaux de terrain, mais ça finance pas beaucoup plus que cela, même si nos partenaires, notamment le BRGM, l'Université Nouvelle-Calédonie et l'IRSTEA, ont reçu plus que nous. Ça reste des financements assez limités. Du côté LSCE, ça a été géré par le CNRS, mais on a pu obtenir via les financements de TSCEA une bourse phare pour Virginie, qui nous a permis d'aller beaucoup plus loin dans le cadre de ces travaux. Donc vous voyez que le montant il n'est pas énorme, par contre ça repose sur la signature d'une convention par de multiples partenaires. Donc ça a pris près d'1 an et demi pour arriver à ce conventionnement. Donc on a des sujets super, qui nous en tout cas nous intéressent beaucoup, qui ont des applications à la fois fondamentales et pratiques, pour des montants relativement limités et qui demandent pas mal de boulot administratif. Et je remercie toutes les équipes au CNRS et au LSCE qui nous ont permis de mener tout ça à bien, et notamment l'obtention de cette belle page de signature. Alors, je rentre dans le vif du sujet puisque l'idée, c'est de vous montrer un peu quelle est la problématique et comment on a essayé d'y répondre. Donc, comme l'avait fait Virginie lors de sa soutenance de thèse, si vous pensez Nouvelle-Calédonie, vous pensez probablement à ceci, à ces images de cartes postales avec des îles au plein milieu du Pacifique. Alors, c'est une vision qu'on peut avoir sur place, mais ce qu'on voit aussi et surtout, c'est ce type de paysage-ci, où en fait, on voit les zones qui ont été exploitées pour leur minerai de nickel, et on voit directement, ça saute aux yeux, cette couleur orange qui contraste avec le vert et le bleu qu'on avait précédemment, avec cet impact paysager et environnemental très fort. C'est pas négligeable, même au niveau mondial, puisqu'on estime qu'un quart des ressources mondiales de nickel se trouve sur le caillou, comme ils l'appellent. L'exploitation minière n'est pas récente non plus, puisque depuis la fin du 19e siècle, on sait qu'il y en a et on l'exploite. Par contre, cette exploitation a pas mal évolué au cours du temps. Donc, on retrouve le nickel au niveau des massifs de péridotite qui sont en orange sur cette carte, et toute une série de centres miniers à travers la Grande Terre qui sont indiqués par les points sur cette carte. Et en fait, la difficulté, c'est que pour aller chercher les couches du sous-sol qui sont enrichies en nickel, et notamment les saprolites, il faut se débarrasser de la cuirasse et de la latérite jaune.
Et ça peut conduire à pas mal de problèmes puisque tout ça va être mis en vert sur les versants. Et avant qu'on mette en place une réglementation environnementale qui contrôle le tout, on laissait simplement sur les versants et puis ça bougeait au gré du ruissellement et de l'érosion qui pouvait se produire. Et donc c'est une zone qui est touchée par pas mal de cyclones qui viennent du Pacifique. Et donc quand il pleut, ça commence à ruisseler et ça peut inonder, et ça a de fait de plus en plus inondé les collectivités locales, puisque toute cette masse de latérite et de stériles miniers qui avaient été entreposés sur les versants, ça a ruisselé vers la rivière, ça a comblé le lit. Et donc maintenant, quand il y a un excès d'eau lors d'un cyclone, il n'y a plus de place dans le lit pour évacuer cet excès qui déborde. Ça pose pas mal de problèmes donc d'inondation, de pollution des eaux, puisque forcément, vu qu'on va chercher du nickel, il y a pas mal de métaux qui se baladent avec ces transferts et qui posent des problèmes notamment au niveau des organismes qu'on trouve dans ces rivières. Et puis ça va jusqu'au lagon envasé, cette zone qui est une zone avec la deuxième en fait plus grande barrière de coraux après l'Australie, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça met en péril cette richesse-là. Donc c'est une problématique assez complexe puisque c'est une des principales ressources économiques de l'île, mais pour pouvoir l'exploiter, on a mis en péril l'environnement de ce territoire d'outre-mer. Et donc la question qui nous était posée dans le cadre du projet EMILA, c'était notamment de la part des miniers qui sont tout à fait conscients que leur activité a un impact sur cette situation. Donc on a toute une série de sources minières qui apportent ces matières à la rivière et in fine au lagon. Soit les mines actuellement en activité ou les mines qui ont été abandonnées, et puis toutes ces décharges minières et tout cet héritage minier. Mais ils mettent en avant aussi le fait que c'est pas les seuls responsables. Il y a toute une série de sources non minières, notamment dues à ce qu'ils qualifient d'érosion naturelle, renforcée par des feux naturels suite aux impacts de la foudre ou anthropiques, qui génèrent toute une série de délaissements de terrain superficiels. Le fait aussi qu'on a un surpâturage par des cervidés qui peut faciliter l'érosion. Et donc là, la question qui nous était posée, c'était d'estimer les contributions des sources minières à cette matière qui transite dans les cours d'eau et par opposition les sources non minières. Donc pour faire ça, on a mis en place des techniques qu'on qualifie de traçage sédimentaire. On a mis en œuvre dans différentes régions à partir de différents outils qu'on maîtrisait au laboratoire. Donc l'idée, c'est de développer les méthodes qui permettent justement de quantifier la part de ces sources minières par rapport aux sources non minières, et puis de voir ce que ça nous donnait, à la fois sur des crues cycloniques récentes, pour lesquelles on a pu faire des prélèvements sur l'île, mais aussi pour reconstruire leurs contributions passées depuis la fin du 19e, dans l'idéal, jusqu'à aujourd'hui. Donc au départ, on a commencé par le bassin versant de la Thio, qui était un bassin versant, le berceau historique de l'activité minière en Calédonie. Donc c'est le bassin en gris sur la carte de la Calédonie ici. Et après, on a voulu tester l'applicabilité de la méthode qui avait été développée dans la Thio, dans d'autres bassins miniers qu'on voit en rouge sur cette carte. Donc l'idée, ça a été de faire des missions de terrain justement pour prélever des laisses de crues à la fois sur des affluents qui drainent des zones minières et des affluents qui drainent des zones où il n'y a pas de mine. Donc ce qu'on voit en vert ici, les affluents miniers étant les affluents en rouge, et de voir la part de sédiments qu'ils apportent à la rivière principale en gris ici. On voit qu'on trouve assez facilement des dépôts de crues. Quand il y a un cyclone par là, on a vite une fine couche, plus ou moins fine d'ailleurs, mais de sédiments fins qui se déposent un peu partout, ce qui pose d'ailleurs problème aux habitants. Et donc l'idée, c'était après plusieurs cyclones de voir d'où venaient ces dépôts. Et donc Virginie a mis en œuvre pas mal de méthodes, à la fois basées sur des mesures des radionucléides et des retombées atmosphériques, dont c'est une des spécialités au LSCE, mais aussi des mesures de géochimie alimentaire et de spectrocolorimétrie. Et les échantillons qu'on a pu collecter, parce qu'on était évidemment tributaire des événements météo qui se produisaient pendant le projet, c'est les deux typhons. Donc ici, vous avez les débits de la rivière Thio depuis les années 1980, et vous voyez que les deux cyclones dont on a pu analyser les dépôts correspondent à des pluies période de retour 10 ans, des débits décennaux, qui sont donc représentatifs des crues pas exceptionnelles, mais des crues assez importantes qui affectent la zone. Donc quelque chose de quand même d'assez représentatif de ce qui se passe dans ces systèmes-là.
Et ce que Virginie a pu montrer, c'est que globalement, donc là je te montre un seul exemple, celui du cyclone Cook qui a eu lieu en 2017, c'est que finalement dans ce cas-là, vous avez des camemberts sur la rivière principale qui montrent, la partie orangée, c'est la contribution des sources minières par opposition aux sources minières en vert, qu'on a une forte prédominance de la contribution des sources minières de l'ordre de 90% à ces sédiments qui transitent dans le système. Alors on a pu le faire pour 2 cyclones comme ça, mais ce qu'on peut toujours nous reprocher, c'est de le faire sur des événements ponctuels et de ne pas avoir de recul sur une plus longue période. Or, l'activité minière, elle a plus d'un siècle. Et donc, on a été à la recherche d'un site où la rivière déborde année après année et dépose des sédiments pour pouvoir prélever des archives sédimentaires. Et après beaucoup d'essais infructueux, on a trouvé une zone à l'aval, puisque le lagon, il est ici. On a trouvé une zone à l'aval de débordement. On a pu prélever des archives sédimentaires qui couvrait, espérait-on, une période aussi longue que possible pour pouvoir voir la validité de ces résultats à plus long terme. Donc il y a pas mal d'analyses qui ont été faites sur cette archive sédimentaire, notamment des mesures de colorimétrie, des mesures des teneurs en nickel, et finalement on a utilisé la même méthode que celle qui avait été utilisée pour analyser les dépôts de crues du cyclone Cook ou les autres cyclones récents, pour obtenir les contributions de sources minières aux sédiments qui transitent dans la rivière principale sur cette dernière partie du graphique où on voit qu'on oscille entre 70 et 90% des sédiments qui proviennent de sources minières, grosso modo. Donc on a bien montré que c'était pas uniquement pendant ces 2 cyclones en question qu'on avait pu échantillonner, mais sur une période plus longue, qu'on trouve bien cette prédominance de sources minières. Et on a pu faire le lien avec une méthode de datation relative des dépôts qui se sont déposés et qu'on a pu récolter dans cette carotte. On a pu reconstruire en fait ce qui s'est passé dans la période de pré-mécanisation de l'activité minière, avant les années 50, un pic de sources minières pendant la période de mécanisation où ils y sont allés au tractopelle sur les versants. Et aussi en 1975, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un cyclone assez marqué qui s'appelle Allison, et qui a vraiment généré un transport très important de ces matériaux déposés sur les versants vers les cours d'eau. Et on voit que malgré tout, même si maintenant on est dans une période de post-mécanisation qui coïncide avec l'introduction des réglementations environnementales, depuis la fin des années 70, début des années 80, on reste quand même avec une prédominance des sources minières qui continuent à la fois par les activités actuelles et les activités historiques, à apporter ces matières vers le cours d'eau. Donc ça pose pas mal de questions, puisque derrière, il y a l'idée du principe du pollueur-payeur. Et donc, quand c'est l'érosion naturelle, on peut dire que c'est à la collectivité et à l'État de prendre les travaux en charge. Quand on montre que 80% des sédiments viennent des activités minières, on se dit que les activités en question vont devoir contribuer aux actions à mettre en place pour limiter cette situation. Et donc, Virginie a notamment pointé, parce qu'elle a montré quand même qu'il y avait des limites à sa technique, mais elle a montré qu'on pouvait faire le même type de travail dans plusieurs bassins miniers de l'île. Et puis, on trouve des ressources en nickel dans d'autres régions du monde où il y a aussi des problèmes. On a beaucoup parlé notamment au Brésil, avec des ruptures de digues dans certains cas, où ça mériterait peut-être aussi une certaine application, une adaptation de ces méthodes pour voir ce qu'il en est et aider à la gestion de ces zones importantes au niveau économique, mais menacées sur les aspects environnementaux. Et voilà. Merci beaucoup. Donc, coucher de soleil couleur nickel. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ou sur le chat? Bonjour, François Dulac. Ouais, François. Moi, j'ai une question sur la réaction des industriels. Alors Virginie en parlerait mieux que moi. D'ailleurs, elle refait une post-soutenance pour le CNRT ce soir avec les gens à Nouméa. Alors, les industriels, ils étaient pas... Quand on discutait avec eux sur le terrain, ils se doutent bien qu'on va trouver quand même que les mines ont un impact important. Par contre, ils reviennent chaque fois sur le fait que c'est pas la seule source, mais on voit qu'effectivement, même s'il y a des sources entre guillemets naturelles, même si l'homme aide un peu, ça reste quand même minoritaire.
ce dont on se rend compte aussi, et c'est là la limite de la méthode, c'est qu'on a du mal, puisqu'on utilise finalement des traceurs géologiques, forcément, c'est les plus pertinents pour faire la part des choses entre la contribution de sources minières et celle des sources non minières, c'est qu'on a du mal en fait à calculer la contribution de l'historique minier et des activités actuelles, puisque maintenant avec la réglementation environnementale, ils ont mis en place notamment des bassins de rétention, mais dont on a pu voir que lorsque les cyclones étaient importants, ils débordaient. Il faudrait essayer de pouvoir aller un cran plus loin et quantifier la contribution des activités passées. Et la Virginie avait des pistes notamment sur le fait qu'ils ont été progressivement à différents niveaux du profil de sol, et donc peut-être qu'on va trouver certains indicateurs lithologiques qui nous permettraient de quantifier ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va passer à la... Est-ce que ce travail il va être poursuivi? Alors, avec ce projet alors, le CNRT, Nickel Environnement, a ouvert d'autres appels à projets, mais pas vraiment focalisé là-dessus. Par contre, le co-directeur de la thèse de Virginie, il continue sur place, et donc on va essayer de poursuivre ce type d'activité, puisque le problème c'est pas arrêté là. On a mis en évidence ce constat, mais il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Donc on va essayer de poursuivre. Est-ce qu'il y a des pistes pour mettre en place des mesures suite à ces résultats qui sont assez flagrants, quoi? En fait, ce qu'il y a, c'est que la difficulté, c'est qu'il y a pas mal je pense qu'il y a même ce qu'on retrouve un peu maintenant dans la situation post-Covid partout, il y a pas mal de chantage à l'emploi aussi, sur le fait que ça apporte, faudrait pas trop embêter les miniers et leur rendre la vie trop compliquée. Normalement, il doit faire un suivi instrumental pour mesurer les concentrations notamment de sédiments qui sortent des mines. Ils sont pas ultra volontaristes pour mettre en place, mais donc il faut essayer de co-construire avec eux malgré tout pour que ça reste acceptable et que ça menace pas complètement l'activité, mais que ça améliore la situation. Les autorités, elles ont quelle position là? L'État. Les autorités, elles ont un peu cette position-là, c'est-à-dire que ne veulent pas laisser totalement. En fait, ils ont un contexte complexe. T'as la collectivité calédonienne, puis t'as les provinces, et puis t'as les communes, et elles ont toutes à leur échelle des priorités un peu différentes. La difficulté, c'est qu'ils sont quand même tous assez proches. Ils ont l'oreille assez attentive à ce que les industriels leur disent, puisque ça a un impact très important sur l'activité économique de l'île. Donc, il y a des mesures qui ont été mises en place, se pose la question du passif et comment améliorer les mesures mises en place pour limiter les apports actuels. Mais la question du passif, elle est assez importante. Et il y a moyen de ralentir les flux, il y a moyen de limiter certaines choses, il y a pas mal de curages qui sont faits, mais ça résout pas le problème à la source. Ça fait juste que... Il y a le côté emploi industriel, mais derrière, on voit bien que ça a aussi un impact sur le wagon et que le tourisme, c'est aussi industriel. Ouais, c'est sûr. Il y a la pêche aussi, l'agriculture n'est pas super développée, mais il y en a. Donc oui, il faut prendre toutes les activités. Merci. On va rester dans les tropiques. On va prendre juste un petit peu de hauteur. On va se déplacer à la Barbade avec Julien Totems pour le projet Eureka. On dit bien Eureka? Oui, Eureka.